Bonjour ou bonsoir à vous, chers auditeurs. Vous écoutez Dans le Sahel, le magazine qui vous offre un large éventail de vues sur une question d'ordre sécuritaire chaque semaine sur la radio du dialogue. Nous sommes bel et bien en décembre 2024. C'est le début du mois. Place donc à notre débat mensuel. Le thème s'intitule ainsi qu'il suit. La stigmatisation de certaines communautés est-elle un frein à la lutte antiterroriste au Sahel central? Une question dans un contexte où plusieurs organisations œuvrant pour la paix et des chercheurs estiment que la solution à la crise sécuritaire qui prévaut au Sahel exige la concertation entre non seulement les États sahéliens, mais tous les États africains pour définir le cap et les outils à mettre en œuvre. En ligne de mire, le dialogue, la recherche du consensus par des voies pacifiques avec les communautés afin d'obtenir des résultats pérennes. Mes invités, je vous les présente. De Ouagadougou, Moussa Sawadogo, vous êtes journaliste et analyste des questions sécuritaires. Bonjour. Ouais, bonjour à tous vos auditeurs et auditrices. Sedi Kaba est également avec nous, journaliste, spécialiste du Sahel et auteur de l'ouvrage Mali Sahel, notre Afghanistan à nous. Bonjour. Bonjour à vous et bonjour à vos auditeurs. Chers auditeurs, vous connaissez nos invités déjà. Commençons donc ce débat dans le Sahel, magazine réalisé avec le soutien de la fondation Open Society. D'entrée de jeu, Sedi Kaba, je voudrais vous entendre sur cette question que se posent bon nombre d'Africains et de Sahéliens eux-mêmes. Comment expliquer la stigmatisation de certaines communautés au Sahel central dans cette crise sécuritaire? Oui, la stigmatisation de certaines communautés est aujourd'hui une réalité. Elle procède d'un constat. Certains de nos concitoyens au Sahel considèrent que parce qu'il y a beaucoup de représentants de telle ou telle autre communauté, pour dire les choses très clairement, par exemple dans le Sahel central, le fait qu'il y ait beaucoup de peuls dans certains groupes djihadistes ou le fait qu'on voit beaucoup de vidéos de revendications djihadistes, que les gens qui s'expriment en Peul, ou lorsqu'on part dans le bassin du lac Tchad, le fait qu'on voit beaucoup de Boudouma ou beaucoup de Kanuri dans les groupes djihadistes, amène les gens à faire le raccourci de stigmatiser ces communautés et de considérer qu'elles sont forcément en acquaintance avec des groupes djihadistes. Or, la réalité, pour tous ceux qui travaillent sur la question, savent que ce raccourci n'est pas très honnête, il n'est pas pertinent. Puisque si, par exemple, il y a beaucoup de membres d'une communauté dans un groupe djihadiste, ça ne veut pas dire que toutes les communautés adhèrent à l'idéologie djihadiste ou sont susceptibles d'être des collaborateurs de groupes djihadistes. Et ça amène un peu, ce raccourci amène à ce que vous avez décrit. C'est au contraire contre-productif dans la lutte contre les groupes terroristes, parce que les groupes terroristes aussi exploitent les rivalités entre les communautés qu'ils alimentent d'ailleurs, et eux, ça les intéresse qu'il y ait le moins de cohésion possible, parce que ça affecte, cette stigmatisation affecte la cohésion sociale et nuit aux efforts que vous avez évoqués, c'est-à-dire on ne peut pas gagner la lutte contre le terrorisme au Sahel sans les communautés, sans les populations. Les populations font partie de la solution, elles ne font pas partie du problème. Or, la stigmatisation, justement, amène à considérer certaines parties de la population comme un problème. Et ça, je pense qu'il y a un travail à faire, à la fois de la part des chercheurs pour expliquer, à la fois à la part des pouvoirs publics, mais aussi à la part des organisations de la société civile, pour expliquer que ces stigmatisations-là ne servent ni les intérêts de la lutte contre le terrorisme, ni les intérêts de nos pays. Bon, or, souvent, la stigmatisation, elle peut venir à la fois de certaines personnes de la société civile, ou elles peuvent aussi venir des forces de l'ordre. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention et de prudence. Moussa Sawadogo, en 2022, notamment au Burkina Faso, les autorités ont dû appeler au calme face à des appels à la haine en direction d'une communauté donnée. Aujourd'hui, dites-nous, dans quel état d'esprit, dans quel climat vivent les communautés, surtout dans des zones où sévit l'insécurité? C'est vraiment une situation très inquiétante. C'est une réalité, même si au niveau politique, ça semble relever de ce que j'appelle des sujets tabous, parce qu'on ne veut pas les aborder de façon frontale et résoudre le problème. C'est vrai qu'aujourd'hui,
le gouvernement, les autorités appellent au vivre ensemble, à la cohésion sociale, mais je vous avoue que sur le terrain, cette stigmatisation a la peau dure. Qu'est-ce qu'il explique? Oui, en fait, de mon point de vue, il y a deux explications. D'abord, pour comprendre très bien, il faut savoir que dans le cas du Burkina Faso, c'est quand même la communauté Peul qui est essentiellement stigmatisée. La première explication, c'est que quand le terrorisme est rentré au Burkina Faso, il est rentré par la frontière nord avec le Mali. Or, cette partie est essentiellement habitée par la population Peul. Et quand, à partir de 2016, les terroristes ont commencé à recruter localement, évidemment, c'est dans cette partie frontalière-là que les premières recrues ont vu le jour. On a vu des vidéos, on a vu des images où des personnes parlant Peul étaient présentées comme des terroristes. Et cela a alimenté un débat au sein de la population. Mais il faut dire que si cette stigmatisation a pris, c'est parce qu'il y avait un problème latent. Parce que pendant longtemps, depuis des décennies, il y avait effectivement un problème, je ne dirais pas ethnique, mais un problème entre les Peuls et la plupart des autres communautés, dû au fait que les Peuls sont essentiellement des éleveurs et que toutes les autres communautés sont des agriculteurs. Et depuis les indépendances, on a toujours eu des problèmes entre éleveurs et agriculteurs. Et ce problème-là, c'est un problème qui revenait tous les jours. Et petit à petit, plusieurs études, d'ailleurs, avant 2000, plusieurs études ont montré que si cette question éleveur-agriculteur n'était pas sérieusement prise en compte, cela pouvait muter en question ethnique. Seydi Kaba, on l'a vu à la lumière de vos interventions, vous-même et Moussa Sawadogo, que la stigmatisation, effectivement, fait partie des obstacles que rencontrent les États du Sahel central engagés dans la lutte antiterroriste. Dites-nous aujourd'hui, en dehors de la communauté dont il est question, vous avez également cité d'autres communautés qui ont également des bisbilles avec d'autres communautés. Et Moussa Sawadogo l'a dit. Est-ce que vous appuyez la thèse selon laquelle le fait que pendant longtemps la question du pastoralisme au Sahel central n'ait pas été réglée de façon adéquate est aujourd'hui l'une des raisons qui pourrait expliquer ce climat de tension? Oui, absolument. Vous faites bien de poser la question du pastoralisme. Nos États ont eu du mal et souvent, vous savez, les pasteurs disent que c'est parce que les lois sont faites par les nomades qu'elles ne sont pas actualisées. Lorsque nous avions travaillé sur les questions de pastoralisme au Sahel, on s'est aperçu que les lois les plus récentes remontent à il y a 15 ans, à il y a 20 ans pour certains pays. Et ce sont des lois qui remontent à la période de l'indépendance. Elles n'ont pas été actualisées. Or, le fait que ces lois n'aient pas été actualisées n'a pas permis de prendre en compte l'évolution des pratiques pastorales, l'évolution des pratiques agricoles. Vous savez, à cela sont venus s'ajouter des facteurs comme la démographie qui fait qu'on ne peut pas faire le pastoralisme ni l'agriculture comme on a pu le faire par le passé. Donc, ces lois-là n'ont pas été adaptées et ça a créé une situation, c'est devenu un facteur aggravant de la crise au Sahel. Je prends un exemple très précis. Quand vous prenez la question des couloirs de passage des animaux, quand on fait la transhumance, vous savez, les pasteurs, les éleveurs descendent par exemple du Sahel vers les pays du Golfe de Guinée, vers le Togo, vers le Bénin et même la Guinée souvent, avec leurs animaux. Et le fait que par exemple le changement climatique soit venu, font que ces couloirs de passage ne peuvent plus être les mêmes. Les couloirs ont été changés par les événements climatiques, ils ne sont plus pertinents. C'est la même chose sur la question de la fin de saison. Vous savez, généralement, la transhumance commence à la fin des saisons agricoles. Or, aujourd'hui, les changements climatiques ont fait que souvent les saisons sont tardives, souvent elles sont précoces. Or, les lois n'ont pas été adaptées. Et tout ça, ce sont des facteurs qui sont devenus des facteurs aggravants. Mais il faut dire, puisque nous sommes dans le cadre d'une émission pédagogique qui consiste à expliquer aussi aux gens les enjeux que nous vivons aujourd'hui au Sahel, la question n'est pas surtout ethnique. Nous avons fait une recherche dans le cas du Mali
qui a montré que le problème, c'est un problème socio-professionnel, disons, puisque c'est un problème d'antagonisme entre les agriculteurs et les éleveurs. Si vous prenez les gens de la même ethnie, vous les répartissez en agriculteurs et éleveurs, on va avoir les mêmes problèmes. Donc, ce n'est pas tant la dimension ethnique, mais la dimension de l'activité. Le fait qu'on n'est pas suffisamment encadré, les questions d'activité agricole à côté des questions pastorales est devenu un facteur aggravant et amène à toutes ces confrontations. Le hasard a fait, est-ce que c'est le hasard? Mais la situation aujourd'hui, tant qu'il y a une communauté ou deux communautés, il n'y a pas que, quand vous prenez, dans le cas du Niger, il y a d'autres communautés qui font du pastoralisme. Il n'y a pas que le Peul. Mais ça a créé la situation où certaines communautés, du fait de leurs activités qui sont des activités pastorales, se retrouvent en confrontation avec d'autres communautés qui sont exclusivement. Mais nos États ont mis du mal à réagir et je ne sais pas si c'est la posture des fonctionnaires. Ça a fait que les lois n'ont pas été suffisamment actualisées, les lois sur le pastoralisme, les lois sur les commissions foncières, par exemple. On a constaté au Sahel, et il faut le dire aussi, que un des plus grands problèmes que nous avons dans le contexte de crise sécuritaire aujourd'hui, c'est la question foncière. Les litiges fonciers sont devenus un facteur aggravant de la crise sécuritaire au Sahel et il faut, à mon avis, agir vite pour faire des lois adaptées sur le pastoralisme qui prennent en compte les effets du changement climatique, qui prennent en compte la question foncière, qui prennent en compte la question de la démographie pour aller voir des solutions. Parce que ça, par exemple, c'est les preuves concrètes qu'il y a des aspects non militaires. Ça, ce n'est pas des questions qu'on peut régler en achetant des drones ou en augmentant le nombre de soldats. Ce sont des questions non militaires qu'il faut intégrer dans la réponse au terrorisme, sinon on passe à côté. Moussa Sawadogo, dans le contexte burkinabé, est-ce qu'il faut renforcer l'arsenal juridique par rapport à cette question précise, comme le suggère Sedi Kaba? Je suis totalement d'accord avec lui. Il faut quand même un cadre réglementaire et normatif pour régler tout ça et même peut-être revoir toute la politique agricole liée à tout ça. Il y a eu des débats ici. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers une agriculture beaucoup plus intensive ou bien un élevage beaucoup plus intensif? Est-ce qu'il faut continuer avec l'agriculture extensive telle qu'on le connaît, la raréfaction des terres, etc., etc. Je pense que c'est tout un débat. Il faut certes un cadre normatif, mais je pense qu'il faut même revoir toute la politique autour de ça. La deuxième chose, c'est aussi un peu la sensibilisation des populations. Donc, je pense que les lois seules ne suffisent pas s'il n'y a pas une vraie sensibilisation autour de la chose et peut-être profiter, revoir toute la politique agricole du pays. Vous suivez Dans le Sahel et c'est le débat du mois de décembre. Nous marquons une courte pause pour revenir. De retour dans cette émission, je rappelle que le thème s'intitule en une question, la stigmatisation de certaines communautés est-elle un frein à la lutte antiterroriste au Sahel central? Et je suis avec Sedi Kaba, journaliste spécialiste du Sahel et auteur du livre Mali Sahel, notre Afghanistan à nous. Moussa Sawadogo est également là. Il est journaliste et analyste des questions sécuritaires. Sedi Kaba, le fait que la Katiba Massina au Mali, par exemple, soit dirigée par un homme appartenant à une communauté précise et que l'homme en question, Amadou Koufa, se présente comme un protecteur du peuple dont il est issu face aux autres communautés sahéliennes et face aux exactions de soldats des armées régulières maliennes ou burkinabè. Est-ce que, ajouté aussi au fait que du côté du Burkina, on a un certain Jafar Diko qui est à la tête d'Ansar al-Islam, tout cela, est-ce que ça n'encourage pas l'amalgame autour de cette communauté? Naturellement que ça encourage l'amalgame. La tentation de la facilité, c'est de dire que puisque ces deux dirigeants sont de Peul, ils sont les défenseur de leur communauté. Or, la pratique, la vérité, c'est que eux, ils ont, dans le cadre du recrutement qu'ils font, vous savez, les djihadistes, les groupes djihadistes, utilisent toutes sortes d'arguments. Si eux, ils regardent, comment dire, les faiblesses humaines, si vous n'avez pas du travail, ils vous promettent le travail. Si vous êtes un Peul, ils vont vous dire que venez avec nous, on va défendre la cause de Peul, que les Peuls sont exclus de la gouvernance, qu'ils sont exclus, que tous les jugements qui sont rendus par des agriculteurs et sont forcément favorables aux agriculteurs. Donc, et ils utilisent toutes sortes d'arguments. Et ça, ça fait partie de la stratégie. Ça alimente justement, ça fait la tentation. Mais il faut résister à cette erreur parce que le fait de prendre ce raccourci
entraîne justement des problèmes de cohésion sociale. Il y a des villages dans le Sahel, je ne citerai pas les villages, mais il y a des villages aujourd'hui où un peuple ne peut pas aller et il y a des villages où d'autres communautés ne peuvent pas aller. Mais ça sert la cause des djihadistes. Et il faut absolument résister à cette tentation de ce raccourci qui consiste à assimiler certaines communautés forcément à des groupes djihadistes. On a pu le voir dans le bassin du lac Tchad. Souvent, quand les gens, par exemple, quand les gens attaquent un village, ils ne savent pas qui sont dans les villages. Ils n'ont pas la capacité de distinguer. Quand ils attaquent un marché, ils tuent tous ceux qui sont dans les villages, y compris les Peuls, y compris les non-Peuls, etc., etc. C'est en cela que la question de la stigmatisation est une question d'erreur. Mais il faut, au-delà de nous qui sommes des chercheurs qui travaillons sur la question, il faut qu'elle soit, comme il a été dit par mon co-débatteur, il faut qu'elle soit endossée par les pouvoirs publics. Le fait de faire la politique de l'autruche, de dire que non, il n'y a pas de stigmatisation, n'arrange pas les choses. Il faut au contraire essayer de déconstruire le discours djihadiste, les stratégies djihadistes qui amènent à cette stigmatisation, parce que fondamentalement, comme vous avez posé la question en début d'émission, cette stigmatisation ne sert pas la cause de la lutte contre le terrorisme. Et il faut donc trouver les moyens de la déconstruire et de ne pas laisser ce terrain-là aux djihadistes. Et à mon avis, ce travail n'est pas encore fait. Donc, il ne faut pas que nous prenions ce raccourci d'identifier les communautés à partir de leurs dirigeants, parce que ce raccourci-là sert les intérêts des groupes djihadistes. Moussa Sawadogo, pendant très longtemps quand même au Sahel central, il a existé et il continue d'exister des mécanismes locaux de règlement de conflits entre communautés. Dans le cas du Burkina Faso, est-ce que, à un moment donné, l'utilisation de ces mécanismes s'est arrêtée? Un autre élément que je voudrais dire par rapport à ce que mon prédécesseur vient de dire, vous savez, ce qui a contribué un peu à atténuer, je dis bien un peu seulement, cette stigmatisation dans le cas du Burkina. Et au moment où je vous parle, il y a quand même beaucoup de gens qui sont arrêtés actuellement, parce que la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité a quand même fait un travail formidable sur les réseaux sociaux pour essayer de nettoyer cela. Beaucoup de gens ont été arrêtés pour justement avoir tenu des propos de haine et des appels au meurtre. Et un autre élément, c'est une cellule a été démantelée à Ouagadougou ici, dans laquelle même des forces de défense et de sécurité, au moins une personne a perdu sa vie. Et le chef de cette cellule-là était un Sawadogo, donc un Moussi, qui n'était pas un Peul. Et ça a été un choc. Donc, on a compris que effectivement, la question du terrorisme n'est pas liée à une ethnie précise, mais dans le groupe, on trouve du tout. Maintenant, pour revenir à la question précise que vous avez parlé, oui, dans le cas du Burkina, on a des systèmes traditionnels pour résoudre certaines situations. Malheureusement, une fois de plus, c'est le politique qui doit décider. Je vous prends un exemple très concret. Vous avez certainement entendu parler du massacre de Yerougou, où on dit qu'il y a eu beaucoup de Peuls qui ont été tués. Et à ce moment, on était confronté à deux solutions possibles. La chefferie traditionnelle a trouvé que ce massacre était c'était inimaginable et que dans nos pratiques traditionnelles, ceux qui ont fait ça, par rapport aux Peuls, il y avait une sorte d'alliance de parenté à plaisanterie et d'interdiction de se faire du mal. Ça, ce sont nos traditions. Mais puisque c'est arrivé, alors les chefs traditionnels, que ce soit Moussi ou Peul, se sont rencontrés pour essayer de voir de façon traditionnelle comment on résout ce genre de crime. Ils sont arrivés à la conclusion que pour résoudre ce genre de situation, il faudrait que le politique tranche et que la justice occidentale, telle qu'elle a été mise en branle par les mouvements des droits de l'homme, les OSC, ne pouvait pas résoudre cette situation-là.
il fallait peut-être trouver une sorte de justice transitionnelle pour permettre quand même aux chefs traditionnels et tout de puiser dans notre culture comment on essaie de régler ce genre de situation. Mais je vous avoue que le politique a eu peur de s'engager là-dessus parce qu'il y avait beaucoup d'activistes des mouvements des droits de l'homme qui disaient c'est pas possible, il faut aller à la justice occidentale. Et l'un dans l'autre, on est resté dans ce ping-pong-là. Et le chef traditionnel, le Naba, le Dima de Bousma, qui est la région où le crime s'est produit, jusqu'à ce qu'il meure de maladie, de vieillesse et tout. Et la situation, cette solution est totalement tombée aux oubliettes. Conséquence, la justice moderne n'arrive pas à se mettre en branle, la justice traditionnelle n'a pas été activée et ce crime-là reste encore au travers de la gorge des Burkinabés. Donc oui, je pense qu'on peut trouver dans nos cultures des manières de faire pour résoudre les crimes, parce que avant la colonisation, avant la justice occidentale, nos sociétés existaient, elles avaient des manières de fonctionner. Peut-être qu'un retour vers notre passé pourrait nous aider à résoudre pas mal de problèmes aujourd'hui. Mais une fois de plus, il faut que le politique ait le courage de s'engager. Seydi Kaba, comment trouver le juste milieu entre la justice telle qu'on la connaît avec tout le système existant et les mécanismes locaux de règlement des conflits? Il y a un travail à faire de complémentarité. C'est-à-dire que la justice moderne qui est arrivée doit être complémentaire de la justice traditionnelle, de mécanismes de règlement de conflits. Je crois qu'un de nos meilleurs atouts, c'est les mécanismes traditionnels de conflit, parce que ces mécanismes-là permettent de faire à la fois du jugement et même du préventif. Il y a ce qu'on a appelé, par exemple, si vous avez suivi le collège de Gao, qui est un mécanisme qui a été mis en place à Gao, dans le Nord Mali, qui permet à toutes les communautés, aux représentants de ces communautés, de réunir chaque semaine chez les chefs Songoï, par exemple. Tous les représentants de communautés se réunissent là et ils délibèrent sur des questions de litiges qui peuvent s'aggraver avant que ces litiges-là ne s'aggravent. Ça permet d'anticiper. Et lorsque les litiges arrivent aussi, ça permet de délibérer et de rendre une justice plus rapide que la justice moderne. Aujourd'hui, si vous saisissez la justice moderne d'une situation de conflit, par exemple, on a pu le voir dans les cas des gens dont les animaux ont été volés, et le fait qu'il faut attendre longtemps pour que ça soit, ça soit mis au rôle, que ça soit jugé, ça prend du temps, alors que par la justice la justice traditionnelle et transitionnelle, ça permet d'aller vite. Donc, il faut créer cette complémentarité. C'est évident que le contexte sécuritaire a fait que les gens, aujourd'hui, certaines parties disposent des armes. Si vous venez faire un jugement traditionnel en plein air et qu'il y a quelqu'un qui vient avec une arme parce que l'insécurité a fait qu'il y a des armes, ça rend difficile le fait de pouvoir rendre la justice traditionnelle, parce que celui qui rend la justice traditionnelle peut être tué. Mais il faut trouver les moyens pour que ces mécanismes de justice traditionnelle puissent être renforcés en faisant du renforcement des capacités, en donnant des moyens aux chefs traditionnels et aux cadis, aux juges traditionnels qui rendent les décisions en le faisant. Le Mali est dans une voie où il y a aujourd'hui la justice traditionnelle a été reconnue dans la dernière constitution. La constitution qui a été adoptée au Mali reconnaît la justice traditionnelle comme un mode de justice. Et il est même question que les décisions de justice traditionnelle soient homologuées par la justice moderne, de façon à ce qu'elles soient archivées et de façon à ce que si quelqu'un n'est pas d'accord, puisse faire appel. Donc il y a une complémentarité à trouver, à mon avis. Si on trouve cette complémentarité, ça va rendre la justice moderne plus efficace. Parce que certaines affaires qui devaient aller à la justice moderne vont être tranchées par la justice traditionnelle. Et la justice traditionnelle va être plus efficace, parce que ce qu'on reproche aujourd'hui à la justice moderne, c'est sa lenteur. C'est le fait qu'elle ne puisse pas délibérer. Alors, si on réussit à asseoir une complémentarité entre les deux modes de justice, à mon avis, ça va rendre les choses plus efficaces, ça va rendre les choses plus faciles. Mais il faut que, là aussi, qu'il y ait une volonté politique, que le pouvoir traditionnel soit renforcé, soit conforté dans leur rôle,
Et ça ne peut venir que du pouvoir politique. Moussa Sawadogo, quelque chose à ajouter? Oui, ce que je pourrais ajouter, je pense que c'est vrai qu'on dit souvent en communication de crise que toute crise porte en elle-même quelques opportunités à saisir. Je pense que c'est vrai que nos États traversent des moments très difficiles, mais je pense que c'est aussi peut-être l'occasion pour nos États de remettre à plat un certain nombre de choses de façon inclusive pour pouvoir peut-être résoudre des problèmes que nous traînons depuis peut-être des décennies. Donc, je pense que c'est l'occasion pour moi, en tout cas, c'est un appel que je lance pour dire que les moments sont difficiles, certes, mais c'est peut-être le bon moment pour vraiment faire de la cohésion sociale une réalité. Merci à vous, Moussa Sawadogo, journaliste, analyste des questions sécuritaires. Il y avait également en ligne avec moi, cette fois de Paris, Sidi Kaba, journaliste spécialiste du Sahel et auteur de l'ouvrage Mali, Sahel, notre Afghanistan à nous. Chers auditeurs, c'était le débat du mois de décembre sur votre magazine Dans le Sahel, sur la radio du dialogue. La stigmatisation de certaines communautés est-elle un frein à la lutte antiterroriste au Sahel? C'était le thème qui a retenu notre attention et vous avez suivi la discussion avec nos invités. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Cette émission, vous pouvez la réécouter à 17h30 temps universel ce vendredi sur notre antenne et sur notre site wad.org. Rendez-vous également sur nos réseaux sociaux pour nous déposer vos commentaires. Merci à vous, chers invités, et portez-vous bien. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.